Les sports sont dans Europe 1 Sport avec Virginie Fulpin. Vous écoutez Europe 1 Sport, on est ravis d'accueillir Alban Michon, l'explorateur de l'extrême. Ça vous va si je vous appelle comme ça, Alban ? Moi, je m'adapte, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez une double actualité à court et moyen terme. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle L'école des explorateurs, une sorte de manuel à l'usage du grand public. On va en parler évidemment. Et puis, vous préparez un défi fou, passer 6 mois sous la banquise, à l'intérieur d'une base de vie qui ressemble à une navette spatiale. Comment vous est venue cette idée d'aller passer 6 mois sous la banquise ? Ça peut paraître un peu bizarre aux gens comme ça. Alors, tout de suite maintenant, quand on dit c'est un défi, va passer 6 mois sous la glace, ça peut faire peur, on peut me prendre un peu pour un fou, mais j'irai plus loin. C'est plus qu'un défi, c'est déjà 8 ans de travail, et il y a des raisons à cela. Et donc ces raisons, elles sont ancrées en moi depuis des années. Il faut savoir qu'à l'âge de 22 ans, j'avais une école de plongée sous glace à Tignes. Et en fait, pendant 15 ans, j'ai géré cette école, et à force de plonger sous la glace, j'ai trouvé cet environnement, cet univers magique, poétique, extrême. Et donc j'ai voulu le découvrir après cette glace partout dans le monde. Je suis parti en Antarctique, en Arctique, en Sibérie, au Canada, un peu partout, et j'ai compris que la glace, elle vivait, elle bougeait, elle nous racontait une histoire. Et puis, vous savez, l'histoire, quand les premiers bateaux des premiers explorateurs qui allaient explorer justement l'Antarctique, tout ça, il y a des fois où il y a des drames, les bateaux étaient écrasés par les glaces. Donc la glace est puissante, mais aujourd'hui elle est fragile. Et à force d'y aller, en fait, moi je me suis aperçu, et les scientifiques le disent depuis des années, qu'il y a un changement rapide, brutal en Arctique, notamment en Arctique, aussi en Antarctique, mais 4 fois plus vite. Alors, il faut savoir que la température en Arctique se réchauffe 4 fois plus vite qu'ailleurs dans le monde. Et bien tout ça, moi ça m'a interpellé au fur et à mesure des années, à force de faire des aventures et des expéditions, et ben j'ai voulu aller plus loin. Et voilà, en gros, cette base de recherche sous-marine qu'on va créer. Alors on va parler bien sûr du climat tout à l'heure parce que c'est essentiel dans votre projet. Mais déjà, concrètement, où est-ce que vous allez réaliser cette aventure exactement et quand ? Alors, on a défini un départ, si tout va bien, fin 2025. Parce qu'en fin 2025, on a envie d'aller en Arctique. Alors, on n'a pas encore défini exactement le lieu. On a quelques idées, mais faut qu'on y travaille dessus encore en ce moment. On va installer cet habitat qui fait 24 mètres de long, 2,30 mètres de large, qui est transportable, modulable, évolutif. Et on va l'installer pendant que la mer sera libre de glace. Et ensuite, on a l'embâcle. Donc, c'est la prise en mer, en fait, la banquise qui s'installe au niveau de l'Arctique. Donc ça s'appelle l'embâcle. Et ça arrive à peu près en novembre, décembre, suivant où est-ce qu'on va se situer. Donc, on va installer l'habitat alors qu'il y a encore la mer. Ensuite, on va se faire prendre dans les glaces. Moi, je veux voir, j'ai vraiment envie, je l'aime la glace, j'en suis amoureux. Donc j'ai envie de voir ce plafond de glace qui s'installe, qui se fige au-dessus de nous. J'ai envie de faire une saison avec la glace, j'ai envie de vivre avec elle. C'est pour ça 6 mois. C'est aussi pour... Voilà, c'est Vivaldi. Mais alors, cette capsule, elle est déjà construite, elle est déjà tout est déjà prêt ? Alors, elle n'est pas construite. Tout est déjà prêt. En gros, aujourd'hui, on va travailler encore les détails parce que il faut juste savoir que cet habitat, il y a 2 objectifs. On n'en a pas encore parlé, mais il y a un c'est d'ordre scientifique, et le deuxième objectif, c'est d'ordre technologique. Aujourd'hui, on travaille sur tout ça, en fait, sur la technologie qu'on va y mettre à l'intérieur, sur la science, qu'est-ce qu'on va y faire. Il y a tellement de choses à faire. Donc, on est en train de mettre en place tout ça. Aujourd'hui, moi, j'ai un fabricant qui est prêt, en gros. On est prêt. On va chercher les sous, on a 10% du budget, donc ce qui est déjà bien, mais bien sûr il en manque. Parce que ça coûte cher forcément à construire, puis l'ensemble de cette aventure de 6 mois. Quoi. Bien sûr, alors ça coûte cher, bien sûr, c'est 14 millions d'euros à peu près, mais c'est quelque chose, la question souvent c'est de se dire qu'est-ce que ça va rapporter ? Donc il ne faut pas oublier que là, je le lance, c'est une expédition, c'est une vraie aventure, on aura des prototypes à l'intérieur, donc il y a plein de choses, il faut qu'on soit sûr que ça fonctionne correctement. Et donc c'est une aventure, et une fois que ça fonctionne correctement, cette base sous-marine aura une durée de vie de 20 ans, de plus de 20 ans. C'est un centre de recherche qu'on va créer en fait. Donc c'est pas 14 millions pour 6 mois d'aventure. Non, ça va au-delà. C'est le départ de quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous allez vivre à l'intérieur, comment ça fonctionne ? Parce que j'avoue que j'ai un peu de mal à m'imaginer comment on vit dans une capsule sous la glace. Alors, ce qui va ressembler un peu
à notre habitat, c'est un peu l'ISS. Hein, c'est des modules qui s'emboîtent, hein, plug and play en gros. Et donc on va faire la même chose, parce que ce que je trouvais intéressant dans l'habitat qu'on est en train de construire, c'est que ce soit des modules, puis que si jamais on a envie qu'il soit plus long, notre habitat, ou plus large, on peut le faire évoluer. C'est un peu comme des Lego. C'est ça qui m'intéresse. Et puis, on a aussi cette partie transportable, parce que il y a eu des habitats sous-marins, ça a déjà existé dans le temps. Mais tous, à chaque fois, ont eu, une fois qu'ils étaient installés à un endroit, ne bougeaient plus. Ils ne bougeaient plus, donc ça, c'était un des soucis. Nous, notre base, demain ou après-demain, on peut la mettre au bout du monde, on peut la mettre en Antarctique, on peut la mettre ailleurs. Et ça, c'est important, c'est ce qui fait aussi toute sa différence. Donc à l'intérieur, on aura différents modules. Module de vie, de l'équipage, hein, on sera 4 à l'intérieur, ça sera ouvert à 4 personnes, avec un turnover aussi, les gens que je vais les accueillir, ils vont pouvoir... il y aura d'autres personnes qui vont pouvoir aussi, qui seront sélectionnées en amont. Oui, c'est pas du tout une aventure solitaire. Hein. Pas du tout. C'est pour ça va au-delà. On va l'ouvrir à des scientifiques, à des ingénieurs, potentiellement à des astronautes. Hein. On va y revenir après. Mais on a un module vie pour vivre entre nous, pour faire des réunions, manger entre nous, etc. Et donc on va continuer après. On aura un module laboratoire où on va pouvoir travailler sur cette biodiversité, sur la science. On est là pour ça. On a un module aussi technique où on va travailler sur les prototypes, parce que l'intérêt des technologies de demain, c'est de les tester. Et on est là pour ça. On travaille pour demain, pour le monde de demain, en fait. C'est aujourd'hui qu'on le fait. On va parler du monde de demain, bien sûr, Alban Michon, mais j'aimerais savoir comment on respire, comment on mange. Enfin, c'est un peu idiot comme question, mais j'ai besoin de savoir. Alors, respirer, on a une base en surface. Hein. Il faut s'imaginer, on a un ISS sous-marin, on va prendre un peu cet exemple. Un ISS, un module sous-marin, 24 mètres de long, hein, comme je disais, donc c'est quand même assez grand. On est 4 à l'intérieur, on a la banquise, et au-dessus, on a un camp. On a un camp de base où on aura quand même... C'est un peu Houston. Vous savez, quand les astronautes ils sont dans l'espace, ils appellent leur camp de base, hein, leur camp de vie. Donc nous, ça sera la même chose. Au-dessus, on aura un camp. Et ce camp, il va aussi nous servir pour la communication. Il va nous apporter l'air aussi, hein, de la surface. Et puis, on aura aussi, ils vont servir en cas de secours potentiel, pour la sécurité. Et après, à l'intérieur, on va manger, mais ça, il n'y a rien de plus normal. Il ne faut pas oublier que cet habitat, on ne veut pas prouver qu'on peut manger sous l'eau. Ce n'est pas l'idée, ce n'est pas le concept. Donc tout ce qui sera mangé, tout ça, c'est basique. Hein. Là, je ne vais pas vous faire rêver, mais c'est tout le reste. Ça, c'était juste pour comprendre exactement. Ouais, voilà. Alors, ce que vous faites, vous l'avez dit, c'est pas du tout l'aventure pour l'aventure, c'est aussi pour faire avancer la science, observer la biodiversité, la présence de plastique aussi, tout ça, j'imagine que c'est très important pour vous. On est tous amoureux du monde, bien évidemment. On veut tous le préserver, bien évidemment. Mais tous, malheureusement, je suis pas sûre. Je l'espère, j'ose espérer. Moi, vous savez, je suis un grand rêveur quand même. Mais donc, je crois. En revanche, si on veut préserver notre planète, il faut en comprendre déjà comment elle fonctionne. Donc pour ça, c'est la science qui nous apporte des informations. Et ce qui est important, c'est de voir aussi son évolution. Et l'évolution, ici à Paris, on a des informations régulières depuis 60 ans, 70 ans. Je parle d'informations régulières, hein, minute par minute. Sur l'échelle de la planète qui a 5 milliards d'années, c'est quand même... Vous dire qu'on a des informations régulières sur l'évolution de notre planète depuis 70 ans, c'est quand même pas terrible. C'est 70 ans. C'est peanuts. Eh bien, on a peu d'informations dans les zones polaires. Et il faut savoir que la zone polaire, notamment l'Arctique, c'est le régulateur du climat. Ça se réchauffe 4 fois plus vite qu'ailleurs, que le reste du monde. C'est le régulateur du climat. Tout ce qui se passe, les catastrophes climatiques qui peuvent se passer partout dans le monde, en partie, ça vient de la fonte des glaces aussi. Changement des courants océaniques, acidification des océans, tout ça, c'est lié. Donc on a tout à y faire là-bas, en fait. Et donc c'est pour ça que cette base, elle va accueillir, on va travailler sur des programmes scientifiques, on va accueillir des scientifiques, on est là pour ça. Donc vous nous donnez quand même un signe d'espoir, c'est-à-dire que le dérèglement climatique n'est pas forcément obligatoire, on peut faire quelque chose. Et il faut quand même bien comprendre qu'il y a des choses qui sont actées. Moi je suis un amoureux du monde polaire, de l'Antarctique, de l'Arctique. Je suis désolé vraiment, et c'est d'une tristesse absolue et infinie de vous dire que demain, je dis demain, c'est dans 30 ou 40 ans, hein, mais pour moi c'est demain, la glace, la banquise au pôle Nord disparaîtra, l'été.
parce qu'il fera trop chaud, et donc elle va disparaître. Alors, soit on passe notre temps à pleurer, on dit, en plus, moi, je vous dis, je suis un amoureux, donc soit on passe notre temps à pleurer en disant, oh mon Dieu, c'était mieux avant, regardez, il y avait de la glace, elle se reformera l'hiver, mais c'était plus ce que c'était avant. Soit on avance. On ne peut pas se permettre de passer notre temps à pleurer et à baisser les bras. Moi, je suis d'un naturel optimiste de dire, attention, je vous dis même qu'il y aura 200 millions de réfugiés climatiques, il y aura des morts, il y aura des catastrophes. Mais c'est écrit à l'avance. Alors, soit on pleure, soit on fait rien en disant, oh bon, on va tous mourir, c'est foutu. Soit moi je dis, attendez, préparez-nous. On a des solutions, on peut s'adapter. Il y aura des catastrophes, oui, bien sûr, bien évidemment, tout le monde le dit, et c'est la vie qui est comme ça. Mais il y a des solutions pour limiter ces catastrophes. Du coup, il y a quelque chose qui est important dans ce que vous faites, c'est la transmission au grand public aussi. Oui, j'ai toujours été comme ça. Moi, quand j'ai repris l'école de plongée sous glace à Tignes, il fallait déjà être fort et balèze pour faire de la plongée sous glace, il fallait déjà y être expérimenté. Et en fait, à force de pédagogie, le matériel s'est adapté, on a trouvé des techniques. En fait, j'ai passé 15 ans de ma vie, avec mon équipe d'ailleurs, à emmener des gens qui ne savaient pas plonger sous la glace. Première étape. Ensuite, moi, l'aventure, les expéditions, j'ai partagé toutes ces expéditions, on fait des films, on fait des livres, on montre des choses qui sont encore belles, ça donne envie de les préserver. Vraiment, je suis désolé de dire, tout n'est pas foutu. Non, ne soyez pas désolé, ça nous fait plaisir quand même. Sans nier ce qui se passe, c'est important. Sans nier, il faut jamais nier ce qui se passe. Mais oui, on ne parle rarement du reste. Donc, j'ai toujours réalisé sur mes aventures des films, des livres. J'ai allé dans les écoles pour dire aux enfants, mais allez-y, vivez vos rêves. Et c'est là où j'interviens sur le livre. Ce livre qui sort là, c'est exactement ça. L'école des explorateurs, je rappelle. Exactement, cette école des explorateurs, sous forme de livre, c'est des conseils. En gros, c'est vous avez des envies, vous avez des rêves, vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, vous pensez que c'est pas pour vous. Moi, je vous annonce le contraire. Je vous dis que on est tous capables de faire des choses extraordinaires dans notre vie. Il suffit d'oser. Et on l'oublie des fois. Vous voulez aussi emmener des astronautes, puisque c'est très semblable. Finalement, ça ressemble c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça ressemble à une navette spatiale. Et donc, il y a des astronautes qui pourraient éventuellement s'entraîner dans cet habitat. En tout cas, je le propose aujourd'hui. Voilà, je vais le proposer. Pourquoi ? Parce qu'on va créer cet habitat. Aujourd'hui, vous savez, il y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui expliquait que une base en Antarctique, une base scientifique, peut-être qu'elle va disparaître, parce que faute de budget et de moyens. Aujourd'hui, les budgets, c'est quand même le nerf de la guerre aussi, enfin il n'y a pas que ça, mais quand même, il faut que ça puisse être viable, tout ce qu'on raconte, tout ce que je vous dis, il faut que je puisse y arriver, bien évidemment. Donc les budgets aujourd'hui ne sont pas que dans la partie scientifique, il y en a de moins en moins dans la partie scientifique. L'espace, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui a le vent en poupe, entre guillemets. C'est pas juste pour une histoire de budget, c'est juste une histoire de crédibilité. Ça veut dire que ce projet d'habitat sous-marin se rapproche d'une mission spatiale analogue, ce qu'on appelle analogue, qui ressemble à ça. Je vous parlais des 6 mois sous la glace. Pourquoi 6 mois aussi ? C'est parce que, oui, il y a le plafond de glace qui va durer à peu près 6 à 7 mois, mais quand l'être humain va aller sur Mars, c'est un voyage de 6 mois. Donc, bien évidemment, on se rapproche d'une mission spatiale. La partie sous-marine, on aura des plongées, et d'une scientifique, mais de deux, pour simuler des sorties extravéhiculaires avec des équipements spatiaux. Donc nous, on se rapproche le plus possible des conditions que les astronautes auraient sur Mars. Ils avaient une base, il existait une base de ce style à peu près, qui était à 21 mètres de profondeur, qui était aux États-Unis, qui aujourd'hui n'existe plus, elle a fermé pour l'instant. Peut-être qu'ils vont la rouvrir dans les années à venir, mais en tout cas pour l'instant elle n'existe plus, elle est fermée. Les astronautes allaient là-bas. C'était en Floride, l'eau était à 28 degrés, il faisait chaud, c'était trop facile. Bon, nous on va se rapprocher, la nuit polaire, le froid, température de l'eau, moins 1,6. Psychologiquement, ça va être difficile, ce qu'on propose. Bien sûr, on va être enfermé dans quelque chose qui n'a pas de confort, on va avoir un plafond. On travaille le mental, on va travailler tout ça. Donc on va le proposer aux astronautes et aux agences spécialisées. Juste une dernière question, Alban Michon. Est-ce que vous pensez déjà à la prochaine aventure ou est-ce que vous êtes concentré sur celle-là ? Alors, très bizarrement, vous savez, je le ressens, je vous le dis un peu comme je le ressens. Je le ressens comme l'aventure de ma vie. Pendant mes 10 dernières années, j'ai fait des expéditions où des fois je tirais des traîneaux. Ma dernière expédition, c'était 62 jours tout seul sur la banquise. En gros, pendant une bonne dizaine d'années, j'ai essayé de comprendre, de vivre avec la banquise, d'apprendre, de découvrir.
Aujourd'hui, j'essaie de sauter l'étape d'après, c'est-à-dire de construire pour les autres, de laisser quelque chose. Je pense, au fond de moi, donc déjà c'est l'aventure de ma vie, mais je pense que en gros c'est celle qui va rester et je vais vivre avec cette aventure peut-être jusqu'à la fin de ma vie, je ne sais pas, on verra. Merci beaucoup Alban Michon d'avoir passé du temps avec nous dans Europe 1 Sport. Je rappelle que votre livre L'école des explorateurs vient de sortir et puis on va suivre de près bien sûr votre mission Biodysseus. Biodysseus évidemment. La mission Biodysseus. L'Odyssée des biocéanotes. Voilà, 6 mois sous la banquise en 2025 mais on suit tout ce qui se passe avant. Merci beaucoup Alban Michon d'être venu dans Europe 1 Sport.